avec l'Université Western Ontario et le Centre de recherche sur la violence faite aux femmes et aux enfants. Il y a des participants qui sont avec nous et qui écoutent en français et en anglais. Alors, vous pouvez choisir votre langue audio préférée dans le bouton d'interprétation, l'icône du globe terrestre dans le panneau de navigation intérieur. Vous pouvez choisir la langue de votre choix et les diapos vous seront affichés dans cette langue, la langue de votre choix. En fait, vous pouvez aller en haut de l'écran et choisir Options de visualisation, View Options, et choisir les diapos en français ou en anglais. Et vous pouvez de même sélectionner la langue de votre choix dans les enregistrements que vous souhaitez suivre plus tard en ligne. Encore une fois, pour être tout à fait clair, si vous regardez au bas de l'écran, vous voyez l'icône qui apparaît. Donc, choisissez votre langue audio, si vous avez un cellulaire, et vous pouvez aller au haut de l'écran pour voir donc les options de visualisation d'écran, View Options, et vous choisissez la langue de vos diapositives. Donc, encore une fois, bienvenue à notre webinaire. Nous avions près de 800 personnes qui sont inscrites au webinaire. Alors, il serait intéressant de voir, de savoir de quelle région nos participantes proviennent. Alors, voulez-vous répondre au petit sondage qui vient de s'afficher? Donc, vous avez le choix des régions du Canada, des États-Unis ou ailleurs. Et si vous faites dérouler l'écran vers le bas, on voudrait savoir donc quelle est votre occupation, si vous êtes donc une intervenante, un intervenant, si vous travaillez dans le domaine juridique, si vous êtes survivante, survivant. Oui, vous devriez pouvoir mettre ces réponses sur le petit sondage qui s'affiche. Pas besoin d'indiquer ça dans le chat. Tous les participants sont assourdis et la caméra ne s'allume pas si vous êtes participant. Donc, vous voyez les résultats. Plus de 60% des participants proviennent de l'Ontario. Il y a des gens de partout au pays, cependant. 21% des États-Unis et 2% de l'extérieur du Canada et des États-Unis. Et quant à l'occupation, 20% sont des avocats-avocates, en santé mentale, 13% d'entre vous y travaillent, services sociaux, 23%, services de lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants, 32%, survivants, survivantes, 9%, et ainsi de suite. Merci d'avoir répondu au sondage. Encore une fois, un rappel, toutes les caméras des participants sont éteintes et le son est coupé pendant le webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Veuillez les saisir dans la case de questions-réponses Q&A au bas de l'écran. Puis, à la fin du webinaire, il y aura un formulaire d'évaluation qui s'affichera automatiquement dans votre navigateur et vous pourrez donc y répondre. Encore une fois, le webinaire est enregistré. Les enregistrements, les documents seront publiés sur le site web du projet. Avant de commencer, pensons aux terres traditionnelles sur lesquelles nous nous trouvons et joignez-vous à nous pour reconnaître et remercier les générations de peuples autochtones qui en ont pris soin et pour célébrer la force et l'esprit toujours présent des peuples autochtones. Le travail qui se poursuit pour que devienne réalité la promesse de vérité et de réconciliation
dans nos collectivités et plus particulièrement euh, pour que les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada obtiennent justice devrait inspirer nos discussions pendant ce webinaire et par la suite. Alors, on commence avec notre premier conférencier, le professeur Nicolas Balla, qui donc œuvre à la faculté de droit de l'Université Queen's à Kingston au Canada depuis 1980. Ses travaux portent sur les questions concernant les enfants et les familles qui ont des démêlés avec le système judiciaire. Dans le système judiciaire, le professeur Balla a été élu membre de la Société royale du Canada en 2013 et donc nommé professeur avec distinction en 2019. Vous trouverez sa bio plus élargie sur notre site web. Bienvenue, professeur Balla. Bienvenue, Peter, et bienvenue à tous ceux qui sont ici. Bonjour tout le monde. Je vais établir un contexte pour le reste de la présentation. Je vais mettre l'accent sur les aspects juridique de comment cet abus de procédure se présente pour un avocat, pour un juge. L'abus de procédure donc date du début du système de justice, mais ça a été plus fréquent récemment, particulièrement dans le système de justice familiale. Il s'agit de prouver certaines choses, particulièrement pour les enfants, c'est-à-dire établir leur intérêt supérieur, mais cet abus de procédure peut être utilisé par l'une ou l'autre des parties de manière inéquitable et ça peut exacerber l'effet sur la violence familiale. Un des éléments de l'abus de procédure, c'est qu'il est difficile de l'identifier assez souvent et à définir, mais essentiellement, il s'agit d'un abus qui cause des préjudices psychologiques à l'autre partie. Donc, il y a une mauvaise utilisation du système à cette fin, souvent. Et une des raisons pourquoi il est difficile d'identifier cela, c'est que le processus juridique est accusatoire par sa nature même. Le juge doit être donc un arbitre donc neutre, mais doit œuvrer dans le meilleur intérêt de l'enfant, mais n'est pas un enquêteur et pourrait ne pas savoir tout ce qui se passe en coulisses. Lorsqu'on pense à cet abus, il faut réfléchir à cela en tenant compte de l'intention de la personne dominante dans ce contexte. S'agit-il de contrôle psychologique, de l'obtenir ou de le continuer, et on pourrait aussi avoir l'intention d'obtenir un gain matériel, donc, par exemple, réduisant la pension alimentaire ou en épuisant donc l'autre partie pour obtenir un règlement inéquitable. Et certains dominants savent très bien ce qu'ils font. Parfois, cependant, ça peut avoir le même effet d'être un abus de procédure, mais la personne coupable de cela pourrait ne pas comprendre donc l'affaire. Et souvent, ceux qui utilisent cette tactique peuvent avoir des problèmes psychologiques ou des dysfonctions, mais dont nous allons parler dans le programme d'aujourd'hui, qui est l'expérience, le vécu de la personne qui vit cet abus de procédure et comment donc comprendre cela dans le contexte de tribunal de la famille. Ça peut se produire évidemment dans différents contextes. Dans le contexte criminel, par exemple, des signalements malveillants à la police, que l'autre partie, par exemple, maltraite les enfants, ou peut-être ce qui se passe maintenant, c'est qu'une des parties appelle la police et dire « Mes enfants sont avec l'autre partie, je suis préoccupée, je n'ai pas eu de nouvelles. Pourriez-vous aller voir
si tout se passe bien, vérifier donc les choses, le bien-être des enfants. Dans un contexte, par exemple, de séparation, ça peut arriver souvent. Il y a aussi le contexte de protection de l'enfant. La forme donc, peut être systémique de cet abus, de ces bon, où on fait des signalements malveillants au service de protection de l'enfance, par exemple, pour, inciter ceux-ci à aller faire enquête et ça peut vraiment, causer un stress. Notre point de mire aujourd'hui, c'est vraiment dans le contexte du tribunal de la famille, dans les procédures, connexes à cela. Lorsqu'on parle des abus de procédure, dans, les codes, les affaires de droit de la famille, je crois qu'il y a pas mal, de documentation là-dessus. Le centre donc, de l'université de Western Ontario aura de l'information là-dessus. Mais il y a aussi il y a l'élément suivant, par exemple, faire des allégations ou des déclarations sans fondement. Ce peut être heu, aucun fondement juridique ou factuel. Ça peut être donc une diffamation également, ce qui ajoute à la complexité de faire. Bon, donc requête répétée injustifiée d'ajournement, donc dès ce qui peut se produire, c'est qu'une partie fera donc des, déclarations, malhonnêtes, pas seulement sur l'autre partie, mais sur son avocate. Son avocat peut faire, par exemple, des plaintes devant le barreau et en disant, par exemple ou en simplement en disant à l'autre: «Ton avocate est une idiote, tu as pas besoin d'une avocate», et cetera. Un aspect de la procédure en droit familial, c'est que les parties doivent divulguer les informations financières, leurs revenus, leurs actifs pour, promouvoir donc, une résolution rapide de l'affaire et souvent, il peut y avoir un refus de divulguer ces informations ou d'être malhonnête à cet égard. Refus de respecter une ordonnance judiciaire, par exemple sous forme ça peut être une forme d'abus de procédure, que ça ralentit l'affaire, ça, donc met les enfants en danger aussi. Une autre forme d'abus de procédure, une fois qu'une décision est prise, c'est de lancer un appel, d'interjeter appel tout de suite ou donc un examen, un réexamen, donc un sursis. Ça peut, donc traîner pendant des années, parfois des dizaines d'années, alors qu'une des parties peut, faire requête d'un examen, donc de manière injustifiée. Il y a aussi des plaintes infondées auprès d'organismes professionnels concernant les conseillères de l'autre partie, le juge. Alors, un élément clé dans le tribunal de la famille, c'est que les parties donc, on les encourage à donc, accepter donc, des règlements raisonnables. Alors à ce moment-là, il peut y avoir le refus d'accepter une telle offre raisonnable de règlement. Dans certains cas, bon, ceux qui pourraient donc, se permettre d'avoir un avocat, une avocate, donc, ne le font pas et bon, pour interroger l'ancienne conjointe, l'ancien conjoint, cela peut se jouer à ce moment-là, comme étant un geste de domination. Il peut y aussi avoir des gestes ou des commentaires menaçants et où il peut y avoir aussi donc, des affirmations, que l'autre partie a des, relations de même sexe avec un partenaire de même sexe et donc, et il peut y avoir des gestes ou des commentaires menaçants au tribunal. Lorsqu'on pense, au point de vue du droit de la famille et c'est Peter qui, m'a inspiré à poser la question: «Comment sait-on la quelle est la ventilation des pères et des mères?» Donc nous ne le savons pas. Il y a des recherches en ce moment concernant les hommes qui ont peut-être été donc mmh, victimes d'abus de procédure de la part de femmes, et l'inverse également. Parfois,
l'une ou l'autre partie, parfois les 2, peuvent jouer ce petit jeu-là et donc il est certain que de notre point de vue, en général, les femmes sont plus fréquemment les victimes, mais nous faisons toujours recherche cependant. Mais le point de mire aujourd'hui, c'est certainement lorsqu'il y a eu donc une violence conjugale, contrôle coercitif dans la relation et qu'il y a un abus de procédure de la part de l'homme dans leur relation. Il peut y avoir des femmes, des cas où des femmes agissent de manière inappropriée dans le contexte d'une procédure, mais il est plus possible qu'une victime de violence familiale, que le maltraiteur dans un cas de violence familiale, après une séparation et divorce, se mette à faire ce genre d'abus de procédure. Bon, cela requiert toujours une preuve. Il s'agit de voir comment donc les intervenants, les intervenantes, les conseillers, conseillères peuvent soutenir, peuvent appuyer la victime de cet abus de procédure. S'il y a un seul juge qui s'occupe de gérer la cause, c'est plus facile parce que cela requiert toujours des preuves, mais ça peut être inféré cependant, et compris à partir du contexte. Parfois, lorsqu'il y a plusieurs juges qui travaillent à une cause l'un après l'autre, ça prend un certain temps pour chacun de s'informer. Alors, il incombe à cependant celui qui fait une déclaration ou une allégation d'offrir une preuve, des éléments de preuve à cet égard. Donc, plus récemment, les tribunaux ont reconnu le fait que l'abus de procédure en soi dans les tribunaux, donc peut être un facteur qui permet de prendre des décisions d'intérêt supérieur quant à, par exemple, la garde ou l'accès, s'il y a, par exemple, un élément, surtout dans le cas des éléments de temps de visite parentale ou de déménagement. Par ailleurs, au Canada, plus souvent qu'aux États-Unis, une victime de cet abus de procédure peut voir rejeter des offres raisonnables et ça peut donc faire l'objet d'une indemnisation plutôt partielle ou complète suite à cela. Un élément qui permet de faire la promotion de cela, particulièrement dans le cas où un seul juge s'occupe de gérer cette cause, cela peut même l'indemnisation se faire à une étape plus précoce car on peut percevoir que c'est inacceptable, cet abus de procédure. Il y a aussi des cas où l'abus de procédure peut résulter en une demande de déclaration d'outrage au tribunal, donc où on restreint la participation à la procédure, par exemple, où on peut considérer même l'auteur de ces abus de procédure comme étant un plaideur quérulent. Il peut y avoir une ordonnance judiciaire de visant à veiller à ce que cette personne se conforme. Et il y a aussi un processus où quelqu'un qui a fait abus de procédure soit déclaré comme étant un plaideur quérulent, ce qui restreint la participation en toute procédure civile ou familiale. C'est assez extrême et ça peut retarder les procédures pendant des années. Donc, c'est un enjeu difficile pour ceux qui travaillent avec des victimes dans divers contextes. Un des éléments pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine, c'est de reconnaître que la procédure, c'est toujours stressant, particulièrement dans le domaine du droit de la famille. Il y a toujours un stress quant aux résultats, quant aux coûts possibles et en reconnaissant que la procédure veut dire une perte de contrôle, veut dire un jugement, sur la personne en tant que parent même,
Et il faut reconnaître que ce stress existe et c'est pourquoi de nombreuses affaires, pas lorsqu'il y a une grande violence conjugale, mais s'il n'y a pas eu une violence conjugale importante, mais c'est plutôt des cas de santé mentale ou stress psychologique que il faut donc pouvoir régler donc, donc de manière à l'amiable plus tôt. S'il y a eu donc une véritable violence, il est préférable donc d'avoir un règlement donc imposé par les tribunaux et il faut reconnaître à ce moment-là qu'il y a le potentiel d'effets psychologiques et d'effets et donc économiques également. Il faut donc d'une main soutenir les victimes à travers ce processus en reconnaissant qu'elles ont été victimes d'abus de toutes sortes, y compris d'abus de procédure, et de ne pas régler de façon à ce que ce soit inéquitable et qu'elles reçoivent moins qu'elles devraient recevoir pour le bien de leurs enfants, mais aussi il faut permettre un droit de regard de la part de la victime. La victime peut dire: «Oui, j'ai été victime, mais je souhaite régler» et ceux qui sont avocats, donc victimes dans des cas de violence conjugale ou d'abus de procédure, de se rendre compte qu'eux-mêmes, elles-mêmes pourraient avoir besoin de soutien. Donc, et doivent être prêts à planifier leur sécurité parce que ces personnes pourraient faire face à des évaluations Google fausses ou malveillantes et des plaintes non fondées, infondées déposées par une des parties auprès du barreau. Merci de votre attention et je cède la parole à Pi. Merci beaucoup, professeur Balla. Nous revenons à vous à la fin pour les questions. Nous passons maintenant à la professeure adjointe à l'Université de Toronto, Hélène Kwiatkowski, donc au département de psychologie appliquée et de développement humain. Ses intérêts portent sur la promotion du bien-être des populations mal desservies, les facteurs psychosociaux de la santé et du fonctionnement mental de la justice sociale. Elle recherche en ce moment la violence conjugale et nous lui avons demandé de mieux cerner pour nous le concept d'abus de procédure. Je lui cède la parole pour qu'elle nous présente ses réflexions. Merci beaucoup de votre accueil et merci à tous ceux qui sont avec nous en ligne. Alors, je vais parler de mes travaux sur l'échelle de continuation du contrôle coercitif, particulièrement de nos efforts de mettre au point une échelle d'abus de procédure. J'aimerais reconnaître ma co-auteure, Goodman, qui a travaillé avec moi sur plusieurs études dont je vais parler aujourd'hui, ainsi que de nombreux partenaires communautaires, experts, spécialistes et survivants qui ont participé à nos études. Nous savons que la violence conjugale dans le monde connaît des taux élevés partout, ainsi qu'ici en Amérique du Nord, aux États-Unis, où l'étude dont je vais parler a été menée, ainsi qu'au Canada. Et pour ceux qui quittent des partenaires maltraitants, la séparation comporte des risques et des défis multiples. Donc, il a été bien établi que lorsqu'on quitte une relation où il y a de la violence, le risque est accru, le risque de violence physique et d'homicide, de féminicide, la pauvreté peut être un résultat, l'itinérance. Il peut y avoir des problèmes aussi de ressources financières de toutes sortes. Il y a aussi des difficultés qui, qui se traduisent des conséquences peut être encore plus un défi pour entre donc choisir des ressources pour les enfants et doivent faire face
à la personne maltraitante et aussi cette personne aurait pu maltraiter également les enfants. Il y a quelques années, lorsque ma co-auteure et moi avons commencé à mener cette recherche, il y a eu des études qualitatives qui étudiaient les femmes qui avaient vécu de la violence conjugale, donc lancer des instances donc en droit de la famille et ces personnes, les mères, faisaient état d'expériences très désagréables donc le cours des procédures. Et ce qu'on a découvert, c'est que le contrôle coercitif était vraiment au cœur de ce processus. Il s'agit d'un contrôle répété et continu, donc de schémas de comportement constants et répétés, et alors qu'une partie tente d'obtenir et de dominer. Donc, de devenir le pouvoir, le contrôle et de dominer l'autre. Il peut y avoir donc une domination psychologique. Il pourrait y avoir aussi une tentative d'aliéner l'autre partie de ses ressources financières ou sociales, par exemple, de faire perdre l'emploi de la personne. Ça ne veut pas toujours dire de la violence physique, presque toujours des menaces de violence physique ou d'autres préjudices. Il peut y avoir des épisodes de violence physique. Parfois, ce sont des épisodes peu fréquents. Malgré cela, ça peut donc faire des dommages psychologiques très profonds. Et une ressource utile pour en apprendre davantage sur le traumatisme et le contrôle coercitif, c'est le livre de Judith Herman, Control and Recovery. Dans son ouvrage, Herman fait une analogie entre l'expérience d'une survivante de contrôle coercitif à celui d'un prisonnier de guerre. À quel point ça peut être stressant et éprouvant. Alors, de par sa définition même, le contrôle coercitif euh, implique qu'une partie utilise son pouvoir social sur une autre. Evan Stark, c'est un des grands penseurs dans ce domaine. Evan Stark s'est concentré sur le contrôle coercitif comme un prolongement du sexisme. Et, et on, il s'est penché aussi sur les expériences des couples dans des relations homosexuelles. Et il a dit que comprendre les identités intersectionnelles des parties et des sources de pouvoir sont très importantes pour comprendre le contrôle coercitif. Et plus précisément, comment la maltraitance se manifeste dans la relation, comment la maltraitance est vécue et les réponses sociales des personnes à l'extérieur. Dans notre travail, lorsqu'on s'est penché sur les expériences des mères dans des relations de maltraitance ou qui quittaient ces relations-là, on a trouvé que le contrôle coercitif pouvait se produire même après la séparation. On appelle ça les abus juridiques. C'est une forme étendue de maltraitance. Je n'oublierai jamais la mère que j'ai interviewée qui avait vécu ces abus de procédure depuis des années après avoir essayé de quitter une relation avec son ex-conjoint. Elle pensait qu'il faut que les tribunaux identifient ce contrôle coercitif. C'est un élément tellement important. Et il y a des procédures excessives, des maltraitances. Il ne faut pas le tolérer dans un tribunal. Et depuis avoir publié cette étude qualitative, nous avons aussi cherché à élaborer une mesure pour contrer l'abus de procédure. On a fait des entrevues avec 19 survivantes, des mères comparaissant devant le tribunal, et on a regardé la recherche qualitative également consulté 23 experts sur le sujet. C'était donc des experts venant de plusieurs domaines, disciplines et des chercheurs en
en sciences sociales et autres. Et nous avons élaboré 27 sujets et nous avons piloté ces sujets et ils ont été traduits en espagnol. Et on a administré le questionnaire à 222 mères survivantes comparaissant devant les tribunaux. On a vu que l'abus de procédure se manifeste de plusieurs façons. Les participantes et les experts ont dit comment les conjoints utilisent ce forme d'abus pour avoir la garde des enfants. C'est pas motivé par le désir d'être avec l'enfant, mais plutôt par le désir de faire mal à l'autre. Les qui utilisent ce type de l'utilisent pour avoir accès aux enfants. Et celles qui avaient vécu de la violence ou dont les enfants avaient vécu de la violence, ces menaces et ces tentatives créaient énormément de détresse. Les experts et les survivantes ont également décrit comment les ex-conjoints utilisent des instances en personne pour causer de la détresse. Il déposait des motions pour faire venir la conjointe devant le tribunal et où on essayait de prolonger les procédures devant les tribunaux pendant des années. Les experts et les participants ont également décrit comment l'ex-conjoint utilise ces formes d'abus et comment il mente pour discréditer la capacité parentale de l'autre parent. Ils ont décrit comment les conjoints pouvaient menacer ou refuser le soutien financier comme la pension alimentaire et ils ont tenté de prendre le contrôle d'actifs ou de biens partagés. Le résultat de nos efforts, c'était un questionnaire à 14 questions qui est disponible en accès ouvert. Il y a deux facteurs, deux volets, préjudice à soi-même, à la mère et préjudice aux finances. Cette mesure quantitative d'abus de procédure nous a permis de voir s'il y a une association quantitative entre les abus de procédure et la santé mentale. C'est toujours sous étude, mais on a trouvé qu'il y a une association entre l'abus de procédure à la fois et, et les symptômes de stress post-traumatique et les symptômes dépressifs. Et ça tenait même après avoir tenu compte d'abus antérieurs physiques ou psychologiques dans la relation. On a aussi recueilli des données qualitatives d'un sondage qu'on avait fait. On a vu que les mères qui répondaient à notre sondage ont décrit des préjudices psychologiques et économiques et liés au travail très profond. Et tout cela était lié à, à l'abus de procédure. Il y a une dame qui a dit, j'ai fait une crise cardiaque liée au stress et j'ai des dommages cardiaques permanents. Le fait de me demander constamment ce qui va se passer, il ne peut jamais laisser les choses tranquilles, ça me pèse. Et une autre a dit, on m'a diagnostiqué un SSPT, une anxiété grave, avec des crises de panique à cause du mariage violent et de la lutte constante pour la garde des enfants. Je suis maintenant handicapée en raison du syndrome de stress post-traumatique. Nos constatations nous permettent de conclure que l'abus de procédure est préjudiciable et que ça empêche les survivantes d'aller de l'avant après leur relation d'abus. Nos recherches ont des limites. Le sondage qu'on a fait, c'est un sondage d'auto-signalement. On ne dit pas que c'est la seule mesure qu'on devrait utiliser. Et nous accueillons favorablement d'autres efforts qu'on mettra en place pour mesurer cela. Et la nécessité d'une éducation et d'une formation continue sur
le contrôle coercitif pour tous les professionnels qui travaillent avec les survivants et leurs familles et c'est tout à fait nécessaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, professeur Gutkowski, Madame Gutkowski. Monsieur Bala et Madame Gutkowski nous ont parlé de la recherche, mais on s'est dit qu'il serait important aussi d'entendre euh, l'expérience vécue de quelqu'un Alors, je voudrais vous présenter Jared. Et son expérience vécue, l'expérience vécue de Jared, c'était en tant qu'enfant dans la vie, a été englouti dans le système de justice familiale. Il a fait du bénévolat au sein de divers conseils consultatifs. Il a pris la parole lors de conférences et a fait des présentations à des auditoires du système judiciaire. Il a participé à la refonte du cours en ligne parentale après la séparation et actuellement, il étudie à l'Université de la Colombie-Britannique en philosophie et en psychologie. Il a un horaire très chargé et nous sommes vraiment ravis de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci, Peter. Bonjour tout le monde. Je voulais commencer en vous demandant des excuses. Je vais parler très rapidement, premièrement, et puisque je vais partager de l'information personnelle, je voudrais que vous sachiez que je ne voudrais pas vous traumatiser, mais plutôt voir des ressemblances avec ce qu'on vient de dire aujourd'hui et comment le contrôle coercitif se vit à travers les un enfant. Alors, voici un petit survol de l'histoire juridique de ma famille et on se verra plus en profondeur. Pour commencer, heureusement, mais depuis 3 ans, mes parents n'ont pas eu de bataille juridique. Mais avant cela, ils se sont battus pendant 19 ans de fil. 8 procès complets, une douzaine de conférences de cas et plus de 150 comparutions devant le tribunal. Et cela devrait déclencher des signaux d'alarme. Mais ce qui est encore plus absurde, c'est que mes parents n'ont été ensemble que pendant 5 mois. 5 mois d'une mauvaise relation ont abouti à 20 ans de procédure devant les tribunaux. Pendant ces quelques mois où ils étaient ensemble, ma mère a été maltraitée physiquement, psychologiquement, sexuellement et financièrement et elle a pu s'en sortir pendant qu'elle était enceinte de moi. Il n'y avait pas de divorce, pas de problème de biens à partager, d'actifs à régler, il n'y avait pas de pension alimentaire. Alors pourquoi mes parents se sont battus pendant 20 ans? Eh bien, il s'avère qu'ils se battaient à propos de tout. Au début, ça concernait des problèmes médicaux compliqués à mon sujet, mais il y avait aussi des questions de garde, de droit de visite, le temps passé avec moi, et ça s'est transformé en accusation d'inaptitude parentale, d'aliénation, de violence domestique, de maltraitance des enfants. Il y avait du chantage, des finances, des questions de finances, il y avait de la diffamation, la fraude en matière de revenus, la fraude fiscale, ça n'a cessé de s'intensifier. Et pour couronner le tout, mon père était en train de divorcer pour la 2e fois au début de ma vie, ce qui a entraîné d'autres batailles judiciaires avec d'autres parties. Donc, il y avait plusieurs familles, plusieurs ex-copines, plusieurs ex-femmes ont été amenées à témoigner. C'était un gâchis énorme. Mais malgré tout cela, je n'ai personnellement pas vu de tribunal pendant mes 15 premières années de vie, mais c'était toujours présent. Mais quand j'ai eu 13 ans, j'ai décidé de ne plus parler à mon père pour essayer de m'échapper à tout cela, mais ça a créé encore plus de problèmes. À 15 ans, j'ai commencé à soutenir ma mère dans les procédures judiciaires, me présenter au tribunal et cela a continué jusqu'en 2020. Maintenant que je vous ai donné ce petit survol de ma vie, que le tribunal est devenu incontrôlable. Au fur et à mesure des 20 ans, le ressentiment s'accumulait, tout le monde se détestait et je pense que mon père s'est senti
trahi par nous. Il a utilisé le système juridique pour nous punir. Je vais expliquer comment il a fait cela. J'ai d'abord parlé de la vie à la maison. De manière générale, le système juridique a été utilisé pour compromettre ma mère et toute ma vie à moi et pour me tourner contre ma mère. On avait des amis de la famille qui venaient chez nous, ils prenaient des notes, ils observaient mère et moi qui jouaient et ils ne revenaient plus. On a compris que ce n'étaient pas des amis de la famille, c'était des spécialistes qui évaluaient ma relation avec ma mère parce qu'elle avait été accusée d'être une mauvaise mère et de m'avoir aliénée. Et mon père m'expliquer combien d'argent il devait me donner. Il m'a dit qu'elle le traînait devant les tribunaux pour avoir une pension alimentaire plus élevée et qu'elle gaspillait cet argent. En fait, il parlait de la pension alimentaire et c'était lui qui traînait ma mère devant les tribunaux pour essayer de payer moins. Ma mère ne faisait que de répondre à ces demandes, mais mon père m'expliquait qu'elle en était responsable. Il parlait en mal d'elle et en plus, mon père il me posait des questions à propos de ma mère, et des questions simples. Comment ça va au travail? Avec qui elle passe son temps? Combien de temps? Et j'ai appris plus tard qui se servait de ce que j'avais dit devant les tribunaux. Par exemple, si je lui disais que le petit ami de ma mère passait du temps avec nous, mon père disait « Ah, mon ex reçoit un autre revenu de son ami, donc elle a moins besoin d'argent de moi. » Même le temps qu'elle passait à m'allaiter ou le nom sur ma boîte à lunch à l'école, il se servait de ces faits-là pour dire que ma mère m'allaitait trop, ça créait un attachement maladif et que ça créait de l'aliénation. Le fait que le nom de famille de ma mère était sur ma boîte à lunch était de l'aliénation aussi. Tout ce qu'il disait, c'était personnel, c'était gênant. Il ne devait pas le dire devant les tribunaux et ma mère a appris qu'il fallait qu'elle fasse le suivi de tout ce qu'elle disait, de tout ce qu'elle faisait et qu'elle note tous les gens qu'elle avait rencontrés au cas où ce serait utilisé contre elle devant les tribunaux. Et bien sûr, ça a eu une incidence sur moi parce qu'elle était toujours stressée. Ma mère me disait ce que je ne devais pas dire à mon père et vice-versa. Je devais surveiller tout ce que je disais comme enfant. J'étais fâchée, j'étais mêlée. Il y avait un côté de la famille qui me disait une chose, l'autre côté de la famille qui me disait autre chose. J'étais en thérapie, je ne savais pas qui me disait la vérité. Et quand j'avais 13 ans, quand j'ai dit j'en avais trop marre et je devais cesser de parler à mon père. On ne peut pas avoir de relation avec quelqu'un quand on a toujours peur de dire quoi que ce soit parce qu'on sait que ce sera utilisé contre ma mère devant les tribunaux. Mon père était méticuleux, il me manipulait. Et bon, là, j'ai parlé des tribunaux. Quand j'ai cessé de voir mon père, tout a empiré. Il a continué à faire du tribunal une source de stress omniprésente dans ma vie et la vie de ma mère et utiliser des menaces et des informations erronées sur le tribunal pour me récupérer. Il me confondait en citant faussement des ordonnances de tribunal. Il me donnait de fausses interprétations. Il me disait que c'était illégal de ne pas lui parler, que je faisais preuve d'immaturité, d'égoïsme parce que je ne voulais pas le voir, que j'avais besoin d'une thérapie. Et si je n'acceptais pas de le voir, il nous menaçait d'aller devant les tribunaux. Il nous rejetait la responsabilité. S'il ne me voyait pas, il disait qu'il n'avait pas le choix que de ramener ma mère devant les tribunaux ou de cesser de payer la pension alimentaire. On était blâmés pour tout. Un jour, il a même eu une crise cardiaque et sa famille m'avait accusé d'avoir causé cette crise cardiaque. On était accusés, on était blâmés de tout. Et finalement, j'ai dû même bloquer sa famille et lui sur les médias sociaux. Mais là, j'ai commencé à recevoir des lettres par le courrier me blâmant de tout. Jamais cessé. Ceci dit,
Mon père avait raison sur un point. Il y avait une ordonnance du tribunal qui m'obligeait à avoir une certaine communication avec lui et je le faisais par courriel, mais toujours au minimum. J'examinais toujours les documents du tribunal, je m'assurais de ne pas me contredire pour l'empêcher de l'utiliser devant les tribunaux parce que mes amis me demandaient comment ça se fait que je ne passais pas de temps avec eux. Et là, je rédigeais méticuleusement des courriels. Le tribunal a compromis tout, tous les moments de ma vie. On se préparait constamment pour les comparutions. Ça touchait constamment ma vie sociale. Maintenant, je voudrais vous parler des abus de procédure. L'abus financier est un problème majeur dans le système juridique puisqu'on peut toujours renvoyer quelqu'un devant le tribunal. Ces deux problèmes sont liés. Quand j'étais très jeune, mon père a laissé un message sur le répondeur de ma mère et il disait qu'il allait continuellement la ramener au tribunal jusqu'à ce qu'elle soit mentalement et financièrement épuisée. Et c'est ce qu'il a fait. Sur les 8 procès, 7 ont été initiés par mon père ainsi que les innombrables autres fois où nous ne sommes pas allés devant les tribunaux. Par exemple, mon père a annulé souvent une comparution devant le tribunal à la dernière minute. Chaque fois qu'il le faisait, ma mère devait s'absenter de son travail, annuler des clients, trouver une solution de garde, préparer les documents du tribunal et c'était pour rien. Il est de faire penser à ma mère que l'audience avait été annulée pour qu'elle ne se présente pas et soit accusée d'outrage au tribunal. À cause de ces pratiques, j'ai dû voir les jours et les nuits de ma mère disparaître. Elle n'avait plus d'économie parce qu'elle se préparait constamment pour les comparutions devant les tribunaux. J'avais des thérapeutes, des enseignants, des amis de la famille, des gardiennes qui ont été menacés de poursuites judiciaires par mon père. Si les médecins de ma mère recevaient de fausses citations à comparaître au tribunal, les gens avaient peur de nous voir. Mon père, il a fait exactement ce qu'il avait promis de faire. Il a épuisé mentalement et financièrement ma mère, mais en plus de cela, il nous a isolés. Il y avait des thérapeutes qui ont donné de l'information parce qu'ils subissaient des menaces de poursuite, des thérapeutes qui ne voulaient plus me voir. Les gens ne voulaient pas nous côtoyer à cause de tout ce stress. Alors, on était isolés parce que les gens avaient peur de nous côtoyer et parce qu'on les menaçait de comparution devant les tribunaux s'ils ont essayé d'aider. Ma mère recevait toujours des documents judiciaires pendant des vacances ou quelques jours avant de partir en vacances, de sorte qu'elle ne pouvait pas répondre à temps ou qu'elle devait s'occuper du tribunal pendant nos vacances. Ce qui veut dire qu'on n'a jamais eu de pause, on n'a jamais pu se reposer. Et mon père savait quand on partait en vacances parce qu'il y avait une ordonnance du tribunal qui l'exigeait. Ma mère recevait des documents du tribunal au travail, ça causait des problèmes aussi. Et quand nous sommes arrivés à la maison le jour de mon 19e anniversaire, on a trouvé des judiciaires sur la porte d'entrée. Ces documents comprenaient une déclaration de mon père qui me rabaissait. Il disait que j'étais un mauvais élève, que je ne réussirais jamais et que je ne serais jamais acceptée à l'école. Ça, c'était le jour de mon 19e anniversaire. Je pourrais vous donner beaucoup plus d'exemples, mais il y a une dernière chose importante qu'il faut mentionner. En Colombie-Britannique, où je me trouve, vous n'êtes pas assuré d'avoir le même juge pendant pour toutes les comparutions. Et mon père, il a profité de cela. On rencontrait de nouveaux juges, il resoumettait des documents du tribunal maintes et maintes fois jusqu'à ce qu'il rencontre un juge qui jugeait en sa faveur. Il y a, bon, comme Peter, il voulait que je parle de cela. Quand j'avais 15 ans, j'ai pris la parole lors d'une conférence de cas contre mon père. Je n'étais pas censée parler pendant cette conférence de cas, mais je l'ai fait. Et mes deux parents et le juge étaient présents et j'ai parlé contre mon père pendant 15 minutes. Le juge est resté assis, il m'a écouté pendant 50 minutes
sans interruption. Elle m'a euh, elle m'a louangé, elle m'a félicité d'avoir été capable de faire cela et elle m'a dit que je devais assister à toutes les procédures par la suite. Et elle s'est également emportée contre mon père à plusieurs reprises parce qu'il parlait à tort et à travers. Il m'a répondu et elle m'a défendu cela. La prochaine fois qu'on est allé devant les tribunaux, le juge a dit que je ne devais pas être là. On m'a demandé de sortir de la salle. Et lors de cette conférence de cas, le juge a signifié un nouveau affidavit à ma mère et elle n'avait que 10 minutes pour le lire. Elle savait et cette juge a dit qu'elle n'avait même pas lu l'affidavit de ma mère. Elle était forcée d'être seule avec son agresseur devant la juge. Elle n'avait pas de réponse à l'affidavit parce qu'elle ne l'avait pas vu. Je ne blâme pas la juge. Elle n'aurait jamais pu savoir ce qu'il complotait. Mais mon père resoumettait des documents. Il essayait de retourner toujours à la case de départ. Il annulait des rencontres. Alors, en résumé, j'avais l'impression que ma vie, c'était une séance devant les tribunaux. Si quelqu'un a les moyens de vous ramener sans cesse au tribunal, on n'y peut rien. Même lorsque les procédures judiciaires étaient en notre faveur, mon père ne respectait pas, tout simplement pas les décisions de justice et on ne pouvait pas le tenir responsable parce que ça ouvrait les vannes à une autre séance devant les tribunaux. Alors, finalement, on laisse faire. Et dans notre dernière cause, on a tout simplement accepté tout ce que mon père voulait et espérant une conclusion. Jusqu'à ce jour, ça va, mais ma mère a toujours le syndrome de stress post-traumatique. Moi, je n'ai pas de stress post-traumatique, mais je pense à proprement parler. Mais j'ai des insécurités, j'ai une mauvaise image de moi, mon estime de soi, mon anxiété ont pris un coup. On a toujours peur de retourner dans cette situation-là et cette peur ne disparaît jamais. Merci. Alors, merci, Jared, d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Moi, j'ai vu la présentation de Jared lors d'une conférence de juges à Québec et les juges lui ont donné une ovation debout. Ces expériences vécues de jeunes qui se retrouvent dans le système n'ont souvent pas de voix. Alors maintenant, ça me fait plaisir de vous présenter la juge Maria Silva de la Cour de la justice de l'Ontario, Tribunal de la famille et de la jeunesse de Toronto, diplômée de la faculté de droit Osgoode Hall en 2006, admise au barreau en 2007. Avant sa nomination en tant que juge en 2018, elle dirigeait son propre cabinet qui travaillait sur le droit de la famille et le droit du travail. Elle est mandataire du barreau de l'avocat des enfants et avocat de service également. Merci d'avoir pris le temps d'être parmi nous et nous avons hâte d'entendre. Merci et bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être à la différence. Avant 2020, on était tous dans la même salle et on avait la possibilité de se parler. On savait qui serait là et ce qui se passait. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'entends pour la première fois, surtout ce qu'a dit Jared. Je n'avais jamais entendu sa présentation ni son témoignage et je peux vous dire que Jared, c'est à cause de lui qu'on fait ce travail, bon nombre d'entre nous. Jared et tous les enfants comme Jared qui sont obligés de souffrir les conséquences de ce qui se passe devant les tribunaux de la famille et qui souffrent de la violence conjugale. C'est la raison pour laquelle nous faisons notre travail à tous les jours. Je voulais commencer je ne m'attendais pas à me sentir aussi émue de ce que j'avais entendu. Donc, pourquoi est-ce que tout cela est important? Eh bien, discussion. On ne peut pas tout
couvrir. Je vois toutes sortes de questions qu'on pose et il y a tant de choses à discuter et on ne peut pas tout couvrir aujourd'hui. Alors, j'espère que ce ne sera que le début de la discussion. Et je, je voudrais commencer mes commentaires en dire pourquoi c'est important. On a entendu parler de l'impact sur la victime, sur les parents, et on épuise les ressources du tribunal. Et en tant que juge, tout cela est important pour moi, mais il s'agit d'abord de l'enfant. La loi me donne le mandat de penser aux meilleurs intérêts de l'enfant. Et il faut tenir compte de la violence conjugale là-dedans. Et il y a eu des changements récents en Ontario et au Canada dans la loi du divorce parle de contrôle coercitif. On définit que la violence familiale comprend la coercition et le contrôle. Ça n'a pas besoin d'être une violation criminelle, mais ça n'a pas nécessairement besoin d'être une violence physique. Ça prend bien des formes. Et c'est important parce que ça a un impact sur la famille. Ça a un impact sur les suites, sur ce qui va arriver par la suite. Et le plus important, c'est l'impact que cela a sur les enfants. Alors, de mon point de vue, voici ce que je vois. En l'absence d'une situation où il y avait une agression criminelle, moi, je siège aussi dans le tribunal où il y a des accusations criminelles et une cause qui concerne la famille. Alors, je traite de ces accusations contre un adulte et ce qui se passe dans la famille. Alors, je peux gérer la dynamique entre les deux. Et ça, c'est évident ce qui se passe là. Mais je vois des cas plus usuels et les comportements sont vraiment incroyables. J'ai été juge depuis 3 jours, j'ai lu que la mère alléguait l'abus, la violence de son mari, elle avait jamais signalé parce qu'elle avait peur. Il a dit non, 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 je ne l'ai jamais agressé. 7 minutes après le début de la conférence, son avocat à elle a dit quelque chose et lui s'est attaqué à son ex-conjointe et on a dû faire venir la police. Alors, ce sont des exemples clairs. Mais il y a d'autres affaires qui sont moins claires. C'est le type de choses dont on parle aujourd'hui. On utilise le système juridique pour continuer ce schéma de comportement. Et de mon point de vue, je le vois, par exemple, dans les arguments. Donc, on commence la requête. Chez nous, c'est une requête. Et puis, parfois, on voit vraiment le pire langage. Ça ne veut rien avoir avec le résultat recherché. Il est clair qu'on essaie de dénigrer l'autre partie, de vraiment faire comprendre que c'est une mauvaise personne, de diffamer. C'est un signe parce qu'on ne peut pas, donc, on ne peut pas imaginer autrement lorsque quelqu'un donc traite l'autre partie, l'autre parent de l'enfant de cette manière. Bon, par ailleurs, devant le tribunal, parfois, on voit donc des parties s'insulter et se et passer rapidement de 0 à 100 quant à la colère. Et on a déjà mentionné, j'arrête de mentionner donc ordonnances multiples, comparutions répétées, etc. Lorsque les choses ne vont pas, le résultat ne plaît pas. Alors, sur parfois, ces comportements qui sont parfois subtils à déceler, donc comment lorsque, par exemple, une étrangère, par exemple moi, prendra une décision concernant la famille. On craint, on est incertain, on ne sait pas si on va avoir l'argent, on ne sait pas où les enfants seront.
les parties, ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour elles. On les voit lors de moments très difficiles et leur comportement n'est pas nécessairement le comportement dont on parle. Ça peut être inapproprié, mais ça pourrait ne pas être ce dont on parle. Ça peut aussi être des questions de toxicomanie, des questions de santé mentale, etc. Donc, il faut tenter d'identifier le moteur derrière ça pour résoudre. Par exemple, si une partie demande des ordonnances financières contre l'autre partie constamment en raison de troubles mentaux, il n'y a rien qui va changer le comportement. J'ai de la difficulté à lire mes notes, un instant, s'il vous plaît. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Comme le professeur Ballal a dit, la gestion par un seul juge, c'est ce que l'on a, par exemple, à Toronto. Donc, dans notre compétence, on commence une requête. Bon, demande pour un pension alimentaire, etc., prise de décision concernant la garde. L'autre partie répond. Puis, il faut passer par différentes parce on tente de régler à l'amiable, on tente de remédier à cela, de cerner les enjeux. On sait que les choses vont mieux lorsque les parties ont un droit de regard sur le résultat. Il y a un seul juge, une seule juge devant qui vous devez comparaître lors de chaque conférence, rencontre. Par exemple, je dis régulièrement, j'ai vu quelque chose dans la requête d'origine, quelque chose qui était inapproprié, abusif, qui manquait de respect. Je leur dis, je ne veux plus revoir cela. Bon, la personne revient avec un mémoire. Je ne veux pas lire ce qui s'est passé en 82 ou alors qu'on pensait que l'un ou l'autre trichait. Je ne veux pas voir. Et lorsque je vois cela, c'est une indication d'un comportement problématique. Alors, la gestion par un seul juge permet de connaître la famille et d'être spécialiste en droit de la famille. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on fait tous les jours, c'est notre pratique. Pour moi, à titre d'avocate, j'ai représenté toutes sortes de clients au tribunal de la famille. J'étais avocate pour les enfants. Je voyais toutes ces questions concernant l'éducation, par exemple. Et j'ai donc moi-même été éduquée en profondeur quant à l'aliénation, les quérulents, donc euh, divers problèmes. 2 fois par année, on avait des formations précises de 4 jours, puis on pouvait avoir d'autres formations également et choisir d'autres filières de formation. Et c'est ce qu'on voulait parce qu'au bout du compte, nous avons la responsabilité de prendre des décisions pour les familles qui sont incapables de les faire elles-mêmes, de prendre ces décisions elles-mêmes, qui viennent nous voir au pire moment de leur vie et aussi pour les enfants qui doivent vivre avec les conséquences de la procédure et des résultats. Un autre outil que je trouve utile, c'est ma capacité à refuser ou accepter les offres. Par exemple, des règlements plutôt. Et parfois, bon, les parties en arrivent à régler à l'amiable, disent votre honneur, on a décidé de règlement et donc parfois, donc je ne suis pas d'accord. Je ne fais pas les choses automatiquement. Je lis chaque paragraphe, chaque phrase pour que je sois satisfaite, particulièrement lorsque j'ai vu ces drapeaux rouges auparavant, où il y a des déséquilibres de pouvoir, de la domination, etc. Je ne vais pas simplement accepter un règlement parce que quelqu'un l'a signé. Je veux veiller à ce que cela a du sens, que ça ait du sens. Et ils ont l'option de, donc, auparavant, ils auraient eu l'option de, donc, décider d'eux-mêmes et ils sont venus maintenant devant le tribunal et donc ils doivent avoir la possibilité d'avoir des règlements plus équitables. Au Canada, c'est les intérêts supérieurs de l'enfant qui doivent primer. On ne met pas un des parents qui est victime de violence conjugale de faire de la négociation de cette manière-là, simplement parce qu'elle veut la paix finalement
et elle veut que les choses se terminent et elle veut passer à autre chose dans leur vie et dans le parentage de l'enfant. C'est terrible. C'est pas une position de négociation, ça. J'ai parlé du tribunal de violence conjugale intégrée, donc au tribunal pénal. Ce n'est pas peut-être fréquent, mais c'est un outil formidable parce qu'il y a une vibration différente dans cette salle d'audience, comme les jeunes disent. Nous connaissons les accusations, les allégations et il y a des avocats donc au criminel, les avocats de la défense, il y a les procureurs de la couronne. Nous connaissons quelles sont les allégations qui n'ont pas été prouvées peut-être encore, qui ne pourraient ne pas être prouvées, donc hors de tout doute raisonnable selon la norme. Donc, lorsqu'on est dans ce tribunal, ça me dit que je dois traiter la chose différemment, que je dois porter attention parce que simplement l'allégation, ajoute à la difficulté donc de toutes sortes pour les enfants. Et je crois que cela conclut mes commentaires. Donc, j'accueillerai vos questions. Merci beaucoup. Merci de vos commentaires, Madame la juge. Nous avons donc beaucoup de commentaires et de questions dans le chat et dans la case questions. Alors, il y a tant de questions. Laissez-moi poser la question que moi, je vois donc beaucoup dans la case questions-réponses. La voix de l'enfant, la voix de l'adulte. Nous sommes tous et toutes ici là pour aider les enfants. C'est le travail que l'on fait. Y a-t-il, si l'on regarde les choses en rétrospective, des éléments critiques qui auraient pu faire une différence du point de vue de l'enfant dans toute cette procédure? Et je poserai la question à Jared. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont à l'écoute, je travaille avec environ 20 à 30 autres jeunes gens qui ont traversé ce même type de situation. Donc, et merci pour le soutien. J'ai vu les commentaires dans le chat. Vraiment, merci beaucoup. Je suis donc occupée à travailler avec des jeunes qui ont vécu le même genre de choses et peut-être bien pire que moi, en fait. Et il y a de telles différences entre toutes nos vécus finalement, même s'il y a des similarités. Il est difficile de répondre à la question parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent jamais donc être impliqués, qui veulent être tenus à l'écart et moi qui veulent de différence entre nos comportements. Cela dépend non seulement de soutenir les jeunes, mais aussi de les inclure, de les faire d'entendre leur voix. C'est tellement une réponse peu inspirante là, mais il y a beaucoup de travail qui est fait en la matière. Il y a eu beaucoup de progrès réalisés depuis les quelques années où j'y travaille, mais donc de disséminer l'information, de faire entendre les voix, de trouver des manières d'intégrer les voix des jeunes tôt dans la procédure s'ils le souhaitent. Jared, vous nous avez parlé de la capacité d'avoir un droit de regard devant le tribunal, même si on ne vous a pas demandé et que vous l'avez eu une fois que ça pourrait être un élément critique. Donc, de veiller à ce que la voix des jeunes soit entendue. Je vais demander au professeur Bala de bien vouloir parler là. Où croyez-vous que nous en sommes quant à l'écoute des voix des enfants dans les procédures? Eh bien, comme la juge Silibar, moi, je n'avais pas entendu le témoignage de Jared auparavant. C'est déconcertant. Et deux choses à retirer de cela. Bon, d'abord, la gestion par un seul juge de ces affaires, et ce n'est pas partout, c'est typiquement, en fait, pas en Colombie-Britannique que c'est appliqué. Il y a de la recherche menée
Cependant, quant à la valeur humaine et économique d'une telle stratégie, nous voulons y travailler pour inclure cela, par exemple, dans donc le système partout en Ontario. Il y a cette tactique utilisée à Toronto, mais peut-être pas tout partout ailleurs, d'avoir la voix de l'enfant, enfin, la voix de donc elle s'exprimait tellement bien. Donc, et pour comprendre à quel point d'entendre les enfants à différents moments de la procédure, différentes étapes, bon, on peut entendre directement les enfants, par exemple, lors d'entrevues judiciaires, juridiques avec le juge de conférence, par exemple. Ça peut être discuté bien davantage. Ça se produit régulièrement au Québec, par exemple, moins ailleurs au Canada, mais lorsque les commentaires, donc, quand dans les programmes d'éducation à la magistrature au Canada, on dit maintenant qu'il faut donc que la voix de l'enfant soit reçue par les tribunaux et qu'on possibilité pour l'enfant d'avoir une entrevue avec le juge, disons à partir de 7 ans. Et comme Jared l'a dit, de donner l'occasion aux jeunes. Parfois, il y a des jeunes qui trouvent que c'est so stressant, veulent être à l'écart, mais d'avoir la voix de l'enfant dans certains cas, d'en faire un rapport, ça commence en Ontario, le bureau donc des avocats pour l'enfant. Donc, il y a certaines ressources aussi en Colombie-Britannique pour donc appuyer, soutenir cette écoute et communiquer cela aux tribunaux et aux parents. Parfois, les parents ne savent pas vraiment ce que leurs enfants pensent, croient, et d'entendre cela de la part d'un juge, d'un psychologue, par exemple, ça peut être très utile. Il y a aussi un rôle pour les avocats des enfants et on voit cela se produire à divers endroits au Canada. Alors, ce genre de choses est discuté certainement en Colombie-Britannique. Donc, il s'agit d'accueillir la participation des enfants. Bon, je ne sais pas si le juge Silver a parlé à ses collègues de cela, mais il y a des changements dans le système de justice de la famille, du droit de la famille, partout en Colombie-Britannique et au Canada. Merci. Mais une des questions qui revient souvent, c'est comment on peut prouver cela. Il y a donc une citation de nos documents. Je le sais lorsque je le vois, mais comment peut-on prouver ce genre d'abus de procédure? Croyez-vous que nous soyons au point de pouvoir évaluer donc quelqu'un dans cette situation où on peut discerner ce genre de choses? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Comment est-ce qu'on peut y arriver donc? Bon, dans mon tribunal, les gens s'auto-représentent. Il est important d'attirer l'attention du tribunal à cela sans avoir un outil trop intellectualisé. Ce serait très bien pour sensibiliser les juges et les avocats dans l'industrie, mais pour les justiciables qui s'auto-représentent, euh, euh, parlent de ce qui leur préoccupe au juge sans avoir de nom. Tout revient à l'équité. Si hier, par exemple, il y a quelqu'un qui n'est jamais prêt aux conférences, mais la personne exige des dates, des délais, mais ils sont jamais prêts. Et euh, il faut s'absenter du travail. Alors, on soulève la question, on dit que c'est pas juste. Oui, il y a la question des coûts et d'être indemnifié, etc. Mais devant le tribunal de la famille, ça n'a pas besoin d'être aussi compliqué. Vous dites, j'ai pris une journée de vacances ou j'ai pris une journée de mon travail, il ne s'est rien fait et on montre, par exemple, son talent de paie. Alors, étant donné les gens que je rencontre dans mon tribunal, je dirais qu'il faut dire les choses comme elles sont injustes. Une autre personne est en train de me harceler et c'est un comportement de harcèlement. Professeur Gutkowski?
Qu'est-ce qu'est-ce que vous pensez? Bon, madame la juge a dit qu'il faut identifier les comportements et c'est tout. Au lieu un nom, technique, à l'intimidation. Il faut juste, l'identifier tel que c'est. Bon, un des défis, dit madame Gutkowski, un des défis que j'ai constaté lorsque j'ai parlé à ces femmes qui avaient été victimisées, c'est que souvent, ce n'est pas vu, détecté et on ne voit pas ces dynamiques devant les tribunaux. Alors, quand je pense à l'identification et l'évaluation en cas de procédure, abus de procédure, je pense à l'incorporer à d'autres comportements qu'on a vus dans la relation. Ah, bon, alors, justement, on dit qu'on regarde cela dans le contexte justement du contrôle coercitif. Il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions à propos de ce qu'on peut faire concrètement, ayant reconnu des abus de procédure, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des questions qu'on pose, il y a la question, à savoir comment est-ce qu'on peut prouver qu'il y a cet abus de procédure et ces violences? Et la deuxième conclusion, c'est si on arrive à prouver ces faits-là, quelle est la conclusion à laquelle on doit arriver? Et il y a vraiment des questions, liées, aux preuves de ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de justiciables s'auto, représentent devant, le tribunal de la famille. Et comment est-ce qu'ils peuvent, présenter leurs preuves? Et les gens qui travaillent avec ces gens-là, comment est-ce qu'ils peuvent aider les justiciables? Est-ce qu'il y a des preuves venant de médecins, de travailleurs sociaux, de professeurs? Oui, au Canada. Mais il y a, maintenant les cours remarquent, officiellement, ce qui se passe. Heu, le il y a la connaissance d'office maintenant, donc et il il faut noter que ce ne sont pas tous les juges qui ont le même niveau de compréhension. Hem Madame la juge ici a eu beaucoup d'expérience et ça se voit, mais on ne peut qu'espérer que le juge soit sensibilisé et selon l'attitude du juge envers la connaissance d'office, on peut présenter de la documentation euh, qui porte sur les effets du contrôle et ses effets sur les victimes et les enfants. C'est très important de présenter cela. Donc, c'est un processus qui se poursuit, qui est constant. Et même si c'est difficile à entendre, les témoignages de Jared et d'autres nous permettent de voir qu'on a eu des progrès un peu partout au monde parce que maintenant, on commence à reconnaître les effets de la violence familiale et on commence jusqu'à un certain point à la réduire. Il reste beaucoup de choses à faire et c'est pour ça qu'il faut parler de ces questions. Il faut mettre non seulement les juges et les avocats au courant, mais aussi il faut demander, par exemple, aux travailleurs sociaux et aux gens qui travaillent dans les maisons d'hébergement de signaler ce qu'ils voient. Parce que avant, on ne reconnaissait pas la violence conjugale à moins que ça donne lieu à des événements extrêmes.
mais maintenant, on commence à mieux comprendre. Et donc, c'est un processus qui continue, qui se poursuit dans le temps. J'aimerais dire quelque chose, dit Jared. Je sais qu'il nous reste peu de temps. Ça revient à ma première question, mais c'est aussi lié à ce dont le professeur Bala parlait. Il y a des juges qui sont pas tout à fait au courant de ce qui se passe. Et je vois des commentaires dans l'abordage aussi. Les gens pensent que c'est la faute au juge. Et moi, quand j'ai eu mon expérience personnelle, quand ça a commencé, j'ai été furieux contre les juges. Mais là, j'ai commencé à travailler avec les juges depuis 5 ans et je me rends compte que les juges, souvent, sont aussi perturbés et aussi en colère contre ce qu'ils voient. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps. Ils sont vraiment dépassés par ce qui se passe. Ma juge, par exemple, elle n'avait pas le temps de connaître tous les antécédents juridiques de ma famille. Elle n'avait pas de soutien pour s'informer. Ça va bien au-delà d'un déséquilibre de pouvoir. Mais pour revenir à ma première question, oui, il faudrait donner plus de possibilités aux jeunes de participer à ces instances. Et oui, oui, j'ai un blanc de mémoire. Ah oui, un juge, une cause ou un cas, c'est important. Mais un des problèmes, c'est qu'il y a trop de cas, trop de causes. On ne peut pas affecter un seul juge à chaque cause. Alors, on travaille maintenant sur la possibilité de donner des ressources aux gens pour qu'ils puissent connaître d'autres options. Il y a beaucoup de gens qui sont renvoyés devant les tribunaux et on ne leur parle pas de ce qu'ils peuvent faire pour éviter les tribunaux. Je ne dis pas que tous les avocats cherchent constamment de nouveaux clients, mais il y a beaucoup de gens qui sont euh, poussés à rentrer dans le système judiciaire. Il faut plutôt donner d'autres possibilités aux gens afin qu'ils puissent éviter les tribunaux. Et ça pourrait régler d'autres questions aussi. Oui, merci, Jared. Il y a beaucoup de gens comme moi qui essaie d'impliquer les enfants dans la médiation. Et on essaie de faire en sorte que les gens règlent leurs différends en dehors des tribunaux. Euh, il y a beaucoup plus de cas réglés en dehors des tribunaux que, que dans les tribunaux. Et Madame la juge a, a indiqué justement que c'est qu'au Canada, on a des juges très dévoués. On a une magistrature qui connaît bien la situation. Et on voit que ces problèmes sont d'ordre systémique. Quand il y a un enfant ou un parent qui se présente devant un juge et le jugement ne leur plaît pas, et ils doivent comprendre que le juge est limité par le système. Et s'il n'a pas assez d'informations, il doit ou elle doit travailler avec l'information entre ses mains et rendre une décision qui correspond au fait devant lui. Alors, il y a Donna Martinson, qui est une juge à la retraite en Colombie-Britannique, qui milite en faveur de cette idée d'une famille, un juge, et elle en parle. Et nous avons vraiment de la chance d'avoir beaucoup d'excellents juges au Canada. Alors, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose que Jared a soulevé euh, à, à propos du fait qu'il y a de multiples juges qui entendent les causes et que c'est très frustrant. Je sais que vous n'êtes pas responsable de tout le système, Madame la juge, mais est-ce que vous avez quelques réflexions là-dessus?
comment est-ce qu'on pourrait régler ce problème? Dans notre tribunal, euh, la cause est gérée par un seul juge. Alors, je sais tout ce qui se passe, je connais tous les gens dans chaque dossier, je connais les noms, je prends des notes détaillées parce que ça, c'est de la magie. On ne recommence pas constamment à partir de zéro. On peut intervenir et limiter certaines conséquences négatives ou mitiger ces conséquences-là. J'ai oublié de mentionner quelque chose. La question de faire des motions de constamment. Je dis que les partis euh, ne peuvent pas, n'ont pas la possibilité de déposer des motions euh, et d'avoir une réponse de l'autre parti. Et souvent, on demande à un travailleur social ou un avocat de faire des soumissions au nom de l'enfant. Il y a des jeunes qui ont de la maturité comme Jared, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres enfants qui seraient incapables de se représenter. C'est trop pour eux. Alors, l'avocat ou le travailleur social permet à la voix de l'enfant d'être entendue. Ça, c'est très important, ça. Alors, je remarque qu'on arrive à la fin de cette conférence, mais je sais qu'on ne fait qu'ouvrir qui auront lieu. Alors, euh, et je vois qu'il y a énormément d'intérêt pour ce sujet et beaucoup d'intérêt pour l'intervention précoce. Encore une fois, j'aimerais remercier nos conférenciers qui nous donnent de l'espoir et votre compassion, votre bienveillance sont très évidentes. Madame la juge. Professeur Gutowski, merci pour votre recherche et nous avons hâte de voir l'étude pour mieux comprendre l'abus de procédure. Professeur Barr, merci pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir contribué à cette conférence. Vous avez fait tant de choses depuis bien des années. Et Jared, vous avez volé la vedette à tout le monde ici, comme vous l'avez fait à Québec. Vous avez tellement de passion pour le sujet. Euh, alors, il y a tant de gens qui peuvent s'identifier à ce que vous avez dit. Ne vous critiquez pas. Vous avez une voix tellement forte. Vous êtes vraiment une voix extraordinaire et j'espère que vous allez pouvoir continuer ce travail pour aider d'autres jeunes. Merci d'avoir été des nôtres et quand on aura terminé le webinaire d'aujourd'hui, vous allez recevoir un petit sondage pour donner votre appréciation et nous vous enverrons euh, un, un- un diplôme une constatation d'avoir participé à ce webinaire.